Eh bien, Robert, c'est à toi. Je te remercie. Alors, je lance le partage de connexion, de partager d'écran. C'est bon? Est-ce qu'on voit? Super. Enfin, pour moi, c'est bon. Bon, c'est super. J'espère que c'est bon pour tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend également. Alors, bonjour à tous. Bonne année, évidemment, et plein de projets pour la FPC. On en reparlera un petit peu d'ailleurs à la fin. Alors, ce webinaire, donc autant que je me souvienne, Anne Constantin m'avait proposé un autre sujet et en réfléchissant, je me suis dit en tant qu'enseignant, évidemment en tant que chanteur, mais en tant qu'enseignant aussi, le thème des passages est un thème, comment dirais-je, compliqué, polémique, où j'ai eu la sensation personnellement, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, que je n'ai pas arrêté d'évoluer moi-même sur la compréhension partielle des phénomènes et la pédagogie associée. Donc je me suis dit, alors donc vraiment là disons que j'anime ce webinaire, mais je ne me sens pas plus qualifié que chacun d'entre vous pour en parler. Je crois que les expériences individuelles sont fondamentales là-dessus. Et je n'ai pas écrit de bouquin sur les passages, je n'ai pas fait une étude exhaustive de la bibliographie, etc. Donc en fait, ce que je vais essayer de vous présenter, j'ai essayé de mettre moi-même mes idées et comment j'ai évolué à peu près au propre, avec l'idée d'essayer de présenter les choses de la façon la plus claire possible, mais en même temps sans m'empêcher d'aller mettre les mains dans le cambouis. Donc ça veut dire qu'au niveau des notions que je vais exposer, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne seront pas hyper familiarisés avec certaines des notions. Donc, tant pis, c'est comme ça. Et ce que je vous propose, j'espère que je vais tenir un timing suffisamment court de façon à ce qu'on puisse avoir un maximum d'échanges et voilà, et qui m'intéresse au plus haut point moi aussi, parce que tout ce que vous pourrez apporter comme expérience, comme commentaire, comme critique, etc., par rapport à ma réflexion, eh ben, ça sera autant que je pourrai remporter moi aussi dans mon sac à dos. Voilà, alors, c'était annoncé les passages, les mécanismes et la résonance. Inutile de dire que ça va être les passages, parce qu'en une heure, on va pas faire tout ça. En revanche, effectivement, il y avait une logique dans les passages, les mécanismes et la résonance, parce que c'est très difficile, quand on parle des passages, on voit lyrique occidentale, d'évacuer la question des mécanismes et d'évacuer la question de la résonance. C'est impossible. Mais je ne vais pas faire une présentation ni des mécanismes ni de la résonance. On va dire que c'est implicite. Et puis, on en parlera s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, donc les passages dans la pratique du chant lyrique occidental. Donc, qu'est-ce qu'un passage? C'est une zone dans la tessiture qui sépare deux zones d'homogénéité de timbre. Et ces zones sont appelées en pédagogie vocale des registres. Voilà, c'est le terme qu'on a le plus souvent dans l'histoire de la musique et dans l'histoire de la pédagogie vocale pour déterminer les zones qui sont entre les passages étant donc les zones de no man's land, entre deux zones d'homogénéité de timbre. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et en tous les cas du sujet tel que je l'ai abordé. Il me paraît vraiment fondamental pour parler des passages de séparer deux natures de passages qui sont très différentes, qui sont les passages de mécanisme ou encore les passages laryngés et les passages de registre ou encore les passages de résonance. Alors, juste un petit rappel, donc les mécanismes s'entendent au niveau laryngé, c'est la façon dont les cordes vocales s'affrontent quand on chante ou quand on parle. Et donc, ce sont des patterns vibratoires. C'est-à-dire quand on est en mécanisme 1 ou en voix de poitrine, pour parler en langage registre, on a en gros toute la viande du pli vocal qui s'accole et la hauteur est réglée peu ou prou par la contraction du muscle vocal qui est dans le pli vocal. Ça, c'est le mécanisme 1. Et quand on monte et qu'on passe en falsetto ou en mécanisme 2, eh bien, le muscle vocal se détend, il se découple, comme on dit, il n'est plus ou moins impliqué dans la vibration cordale,
il se met sur les côtés en quelque sorte, et on continue à monter en tirant sur la partie ligamentaire du pli vocal, c'est-à-dire sur les ligaments vocaux. Et donc, ça fonctionne, à partir du moment où on passe en mécanisme 2, comme un élastique qu'on tirerait. Tout ça étant très, très simplifié. Ça veut dire que le pattern vibratoire du mécanisme 1 et le pattern vibratoire du mécanisme 2 sont vraiment très, très, très différents. Et on peut facilement imaginer que quand on passe d'un instrument en contraction musculaire à un instrument en étirement ligamentaire, eh ben, c'est un peu comme si on passait d'une contrebasse à un pipeau. Et donc, de l'un à l'autre, eh ben, il y a une inhomogénéité, je dirais, et donc un gap, et c'est ce qu'on appelle un passage de mécanisme. Les passages de registre, eux, sont d'une nature totalement différente, puisqu'on va en parler après, c'est au niveau résonantiel, c'est-à-dire que c'est une problématique qui a sa source avant tout dans l'organisation des résonateurs. Donc, je redis encore une fois, parce que c'est fondamental que tout le monde parte sur cette base-là. Les passages de mécanisme, c'est une question de vibration laryngée, d'organisation des cordes vocales dans la vibration. Les passages de registre, c'est une question de résonance, c'est une question d'organisation des résonateurs. Alors, les passages de mécanisme sont au nombre de 3. On a le passage de M0 à M1 entre le fry et la voix de poitrine. Et j'ai eu un passage entre mon M0 et ma voix de poitrine. Ensuite, il y a le passage entre M1 et M2. Et vous avez très bien entendu mon passage de mécanisme que je n'ai pas cherché à masquer pour les besoins de la cause. Après ça, c'est plus facile de ne pas chercher à le masquer que de le masquer. Donc voilà, très courageusement, je vous ai fait un exemple où je ne l'ai pas masqué. Ça, c'est donc le passage du mécanisme 1 au mécanisme 2 qui concerne, dans la pratique du chant lyrique occidental, plus en général les femmes que les hommes, et qui concerne très fortement les contre-ténors, mais qui peut aussi concerner les hommes dès lors qu'on a un ténor qui passe en mécanisme 2 dans le haut de sa tessiture, ou une basse qui a un rôle de basse bouffe, et puis qui tout d'un coup, pour les besoins de la musique, doit passer en falsetto dans le haut de sa tessiture. Voilà. Donc tout le monde peut être amené à le faire. Et ensuite, vous avez le passage entre le mécanisme 2 et le mécanisme 3, que je ne vous ferai pas parce que ça fait longtemps que je n'ai plus mon mécanisme 3, je suis trop vieux, et puis surtout, je ne le pratique pas assez. Donc, c'est le passage entre le falsetto et la voix de sifflet. Et voilà, peut-être que l'une d'entre vous aura envie de faire ça, mais sur Zoom, ça marche pas très, le son n'est pas très bien pour écouter ça. Voilà donc les passages de mécanisme. Donc, encore une fois, ils délimitent les patterns vibratoires des plis vocaux, et ils ont des comportements très différenciés en termes de vibration laryngée entre chaque mécanisme. Je n'insiste pas. Donc, le principal passage de mécanisme dans la pratique du chant lyrique occidental est le passage, évidemment, entre le mécanisme 1 et le mécanisme 2. Donc, il est physiologiquement, en général, dans la zone entre le Do3 et le Fa3, chez les hommes comme chez les femmes. Voilà. Alors après, il y a des variations interindividuelles qui sont importantes, mais en gros, hommes comme femmes, nous avons les mêmes mécanismes laryngés, bien entendu dans des proportions différentes d'un individu à l'autre. Si on fait une statistique, ça sera aussi différent d'un genre à l'autre, mais on trouvera toujours des contre-exemples dans tous les genres. Voilà. En gros, en biologie, tout existe, et donc on a tous 4 mécanismes, mais dans des proportions assez différentes. Voilà. Il est évident que, comment dirais-je, biologiquement, physiologiquement, ça conduit à avoir des différences dans les proportions des mécanismes, mais aussi la pratique. Vous concevez tous, et toutes en particulier, que une femme qui aura passé toute sa carrière à faire du rock et à belter aura hypertrophié son mécanisme 1, alors qu'une soprano de chant lyrique occidental aura beaucoup développé son mécanisme 2 pour la pratique de son art, et elle aura hypertrophié son mécanisme 2.
Donc, dans le cadre du chant lyrique occidental, c'est plutôt vers le haut de la tessiture chez les hommes et dans le bas de la tessiture chez les femmes et chez les falsettistes. Ça, c'est une chose très importante. Donc, ce passage principal de mécanisme, entre le mécanisme 1 et le mécanisme 2, il est plutôt dans le haut de la tessiture chez les hommes dans le cadre du chant lyrique occidental, et il est plutôt vers le bas de la tessiture chez les femmes et les falsettistes dans le cadre du chant lyrique occidental. Les passages de registre, eux, sont difficiles à dénombrer très clairement. Donc, à quoi ils correspondent? Ils correspondent aux zones où les phénomènes d'amplification de certains harmoniques, donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance, si vous le voulez, au moment de la discussion, si certains d'entre vous ne sont pas très à l'aise avec le phénomène de la résonance, je me ferai un plaisir de faire une petite mise au point, une petite explication. On a tous une idée assez intuitive de ce que c'est que la résonance. Après ça, quand il s'agit de l'expliquer précisément, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, ces passages de registre correspondent aux zones où les phénomènes d'amplification de certains harmoniques, phénomènes de résonance, sont globalement malaisés. Donc, ils sont fortement modifiés par le choix des voyelles. Donc, c'est logique puisqu'une voyelle résulte précisément d'une organisation particulière des résonateurs vocaux. Donc, chaque voyelle aura théoriquement ses propres zones de passage de résonance, qui sont les zones où cette voyelle en particulier sonne mal. Et là, tous, profs de chant, autant que vous êtes, vous avez pu constater que quand on identifie chez un de nos étudiants ou de nos collègues un endroit qui sonne mal sur une voyelle, si on change de voyelle, en général, ça sonne mieux. Ou si ça sonne bien, et si on change de voyelle, ça sonne moins bien. Donc voilà, c'est parce que ce sont des phénomènes résonantiels. Donc le passage de registre le plus connu est la zone Ré4, Fa dièse 4 chez les femmes. On trouvera toujours des femmes chez qui ce passage de registre principal est plus bas qu'un Ré4, et on en trouvera d'autres assez rares chez qui ce sera plus haut qu'un Fa4. En gros, c'est à peu près dans cette zone-là le passage de résonance le plus gênant dans une voix de femme. Mais en passage de registre, on peut aussi citer, par exemple, le si bémol 3. Je ne sais pas si, chers collègues, vous avez eu souvent l'occasion de vous en rendre compte, mais moi, j'ai commencé par m'en rendre compte sur moi-même. Petite anecdote, quand j'étais étudiant au CNSM de Paris, il y a déjà fort longtemps, je me souviens de Claude Lavoie, qui était ma première professeure de solfège, qui me disait Robert, là, votre si bémol, il est très bas, ou Robert, votre si bémol, il est très haut. Et puis, bon, voilà. Et puis après ça, j'ai changé de professeur et c'était Graciane Finzi. Et Graciane Finzi me disait Robert, votre si bémol, là, c'est pas génial, etc. Puis tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça revient très souvent, si bémol. Pourquoi est-ce que je suis souvent un peu bas ou un peu haut sur mes si bémol? Bon, voilà. Donc, ça correspond, moi, je le vis très, très quotidiennement, ce passage sur si bémol. Et on le retrouve chez la plupart des femmes. Il y a aussi le si bémol 4, la zone si bémol 4, do 5 chez beaucoup de sopranos, où on entend là aussi très fréquemment des passages de résonance, c'est-à-dire une zone un peu difficile où tout d'un coup on a une femme qui a un si bémol 4 qui sonne bien et puis un si bécard 4 qui sonne pas bien ou vice-versa. Voilà, alors là aussi il y a indiscutablement un passage de résonance assez fréquent, mais dans ce cas-là, à cette hauteur-là, il y a déjà une ambiguïté entre passage de résonance et passage de mécanisme, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le haut de la tessiture chez les femmes en particulier, on a ce passage de mécanisme entre mécanisme 2 et mécanisme 3, c'est-à-dire entre falsetto et voix de sifflet. Et là, on est déjà dans une zone où on ne sait plus trop si c'est un problème de passage de résonance ou un problème de passage de mécanisme. Et voilà la transition. Donc, les passages principaux chez les hommes et chez les femmes falsettistes, puisque évidemment, les falsettistes dont je fais partie, en ce qui concerne les passages, je vais les mettre chez les femmes, puisque la technique qui est développée est tout à fait une technique
lyrique féminine. Donc, je me suis fendu d'un petit message, je dessine mal, pardon, mais enfin, je crois que c'est à peu près clair. Donc, on voit sur ce schéma la différence fondamentale entre les hommes et les femmes concernant les passages. Ça me permet de récapituler ce que je viens de dire. Donc, à gauche, vous avez les femmes en clé de sol, et j'ai mis en orangé la zone qui correspond au passage de mécanisme, entre le mécanisme 1 et le mécanisme 2 chez la plupart des femmes, et en jaune, la zone qui correspond au passage principal de résonance chez la plupart des femmes et des contre-ténors. Voilà, et donc vous voyez qu'ils sont séparés. Grosso modo, vu de loin dans le brouillard, il y a une octave de différence. Chez les hommes, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près la même zone de passage de mécanisme, puisque nous avons à peu près les mêmes larynx, etc. En revanche, le passage de résonance principale, où on achoppe pour des questions d'organisation des résonateurs, va se retrouver superposé chez les hommes avec ce passage principal de mécanisme. Et donc, vous avez des mécanismes, des passages très identifiés chez les femmes à des distances très grandes, et chez les hommes, c'est amalgamé. Donc, le principal passage de mécanisme et le principal passage de résonance sont éloignés d'environ une octave chez les femmes, ils sont superposés à peu près chez les hommes. Et donc, je fais un petit commentaire, on pourrait plaindre les chanteuses en disant qu'elles ont deux fois plus de difficultés à résoudre avec ces histoires de deux passages principaux, mais on peut tout autant plaindre les chanteurs en stipulant que lorsqu'ils sont dans leur passage principal, ils ont double peine, parce qu'ils ont en même temps, dans la même tessiture, à résoudre un problème de passage de mécanisme et un problème de passage de résonance. Alors, quels sont ces fameux problèmes que les passages génèrent? Donc, les passages de mécanisme, comme les passages de résonance, sont des zones de faiblesse harmonique. Donc, j'ai traduit par le timbre est sali, il est plus mat, il est flotté, on pourrait trouver des tas de qualificatifs. Et il y a aussi, en général, au niveau d'un passage, une perte de puissance. Et enfin, il y a une instabilité de la fréquence fondamentale. C'est-à-dire qu'on a un petit peu plus de mal à chanter bien juste dans ces zones de passage. Bon, moi, j'ai mis ces trois familles de problèmes. Peut-être que vous m'en sortirez d'autres. Voilà, je m'en suis tenu à ça. Quelle stratégie pour résoudre ces problèmes? Alors, c'est là où ça se gâte. Alors, donc, le premier problème, c'est donc une altération du timbre. Le réflexe, quand on a une altération du timbre, c'est de tenter de maintenir l'organisation harmonique du registre que l'on quitte. J'ai traduit ça aussi par maintenir le tuning formant. Si vous avez besoin, je peux en dire un mot. Ça va avec les histoires de résonance. Ce faisant, en maintenant l'organisation résonantielle du registre précédent, on hypertrophie la tessiture du registre qu'on est censé quitter. Donc ça, c'est en général, quand on a une altération de timbre, nous-mêmes et nos étudiants, on a tous tendance à paniquer un peu et essayer de maintenir l'organisation résonantielle précédente. Le deuxième type de problème, c'est cette fameuse perte de puissance. Et très logiquement, quand on arrive dans un passage et qu'on perd de la puissance, le réflexe est de chanter plus fort. Comment fait-on pour chanter plus fort? On augmente la pression sous-glottique. Le rapport entre la puissance en décibels et la pression sous-glottique est absolument direct. Alors après ça, les stratégies du chanteur sont plus complexes que simplement appuyer sur la pédale de la pression. Mais c'est ça le réflexe. Et c'est ça qui est le principal paramètre qui permet de chanter plus fort. Comme le passage est justement une zone de faiblesse, donc c'est faiblesse harmonique, mais souvent aussi, en particulier dans le principal passage de mécanisme, c'est une faiblesse de résistance de la glotte, donc la glotte étant l'espace entre les cordes vocales, donc de résistance des cordes vocales à la pression. Donc le résultat, si vous chantez plus fort, donc vous augmentez la pression sous-glottique, au moment précisément où vous êtes dans un moment de faiblesse, le résultat est en général désastreux. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, pédagogiquement, qui est quand même vraiment très important d'avoir en tête. Et que si on cherche à chanter plus fort dans un passage,
il faut le faire en connaissance de cause, en sachant qu'on prend des risques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut le faire en connaissance de cause et avec tout un tas de précautions. La troisième famille de problèmes, donc c'est la perte d'intonation. Donc, on tente fréquemment, au moment d'un passage, de stabiliser l'intonation par un serrage. Dès qu'on sent que notre intonation nous échappe, hop, on serre. Donc, un serrage de quoi? Ça peut être un serrage des plis vocaux, ça peut être un serrage des résonateurs au voisinage des plis vocaux, et ça peut être aussi un serrage global du pharynx et de la bouche. Tout ça, c'est pour augmenter les résistances, pour augmenter la force et pour faire qu'il y ait des caisses de résonance plus petites, plus faciles à manier. La dernière stratégie face à la perte d'intonation, mais qui est une stratégie que j'aurais pu aussi injecter dans la perte de puissance et dans l'altération du timbre, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants ou nous-mêmes qui avons ce réflexe quand on arrive dans un passage, c'est la nasalisation. Donc la nasalisation, on pourra en discuter, c'est très ambigu, mais c'est une petite caisse de résonance qui est en parallèle de la caisse de résonance principale pharynx-bouche, donc qu'on sollicite quand on abaisse le voile du palais et donc on permet à la résonance d'aller dans le nez. Et c'est une petite caisse de résonance, et donc ça permet de stabiliser, ça permet d'avoir la sensation qu'on va pouvoir chanter plus fort, etc., etc. On pourra en débattre ça aussi à la fin de mon exposé. Donc, et le résultat, face à toutes ces tentatives de stabilisation, n'est pas toujours probant. Mais on verra qu'une des stratégies que je vais essayer de développer par la suite va dans le sens d'un amincissement global de quelque chose. Des résonateurs, de l'image acoustique. J'ai mis des points d'interrogation, évidemment, c'est extrêmement polémique. Alors, donc là, je n'ai pas vraiment donné de stratégie. J'ai donné, dans les 3 familles de problèmes qui sont posés par les passages, les réflexes qu'on a, basiques, disons, et qui ne sont pas nécessairement des réflexes qui sont couronnés de succès à la sortie. Donc, afin d'aller plus avant, je me suis posé la question des objectifs quand on travaille les passages. Là, ça se complique aussi un petit peu. Alors, j'espère que je vais être clair et vous m'arrêtez si je ne le suis pas. Donc, en schématisant, il y aurait 2 familles de stratégies selon les objectifs poursuivis. Alors, la première stratégie viserait à ce que le passage soit le plus fluide possible. J'ai mis le plus physiologique, en quelque sorte en assumant la zone de perturbation, en la rendant la plus brève possible et la moins perturbante pour les 2 registres que le passage sépare. Et en ajoutant à cette stratégie un travail subtil d'homogénéisation des timbres des 2 registres contigus. Et souvent, dans ces familles de stratégies, on parle d'un passage en forme de sablier. Ça vous évoque peut-être des choses. Moi, en tous les cas, c'est une image que j'ai assez souvent en tête pour moi-même quand je suis dans un passage et quand je le fais travailler chez mes étudiants. Voilà ce qui serait globalement mal décrit, une première famille de stratégies. Fluidifier le passage, le rendre bref, mais aussi, en quelque sorte, l'accepter. La deuxième stratégie, la deuxième famille de stratégies, viserait à tâcher de supprimer le passage en faisant un gros travail de réorganisation de la forme des résonateurs, en forçant en quelque sorte le passage, en lui imposant une ouverture résonantielle et en essayant de maintenir la pression sous-glottique, donc la PSG, au niveau de la pression sous-glottique des 2 registres contigus. Et donc, si on fait ça, si on tente d'aller vers cette stratégie-là, et on le fait bien entendu, il y a plein de chanteurs qui le font avec succès, nécessairement, puisque constitutivement, quand on est dans un passage, on est dans une zone de faiblesse, et en particulier de faiblesse laryngée, il faut nécessairement, si on suit cette stratégie, une augmentation de la résistance glottique
pour équilibrer cette augmentation artificielle de pression sous-glottique. C'est-à-dire, si je me contente d'augmenter la pression sous-glottique sans renforcer ma force au niveau laryngé, ben évidemment, je vais chanter soufflé et je vais totalement perturber mon accord pneumophono-résonantiel, c'est-à-dire mon équilibre de chanteur lyrique occidental. Est-ce que ça va? J'ai perdu beaucoup de monde ou s'il y en a qui veulent se révolter, ils peuvent intervenir, hein. Alors, je continue sur cette deuxième famille de stratégies, donc qui vise à imaginer qu'on essaierait de supprimer le passage. Donc, l'on vise ici ce que j'ai appelé une hyper-homogénéisation. Dans le cas d'un passage de mécanisme, cette stratégie peut conduire purement et simplement à l'hypertrophie d'un mécanisme qui devient le mécanisme exclusif, l'autre mécanisme n'étant plus sollicité. Et si vous me suivez bien, en fait, dans l'histoire de la musique, c'est ce qui s'est passé, grosso modo, au passage entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à l'apparition de la période romantique, bon, alors on peut batailler, hein, classique, bon, il n'y a pas une date précise, bien entendu, mais dans cette période-là, on a eu la nécessité de chanter plus puissant, plus homogène, dans des salles plus grandes, avec des plus grands orchestres. En gros, un passage de mécanisme subtil, fluide, rapide et assumé, c'est aussi assumer une perte de puissance. Or, si vous chantez du Puccini et que vous êtes entre votre mécanisme 1 et votre mécanisme 2, et Dieu sait si, par exemple, pour chanter Puccini, alors évidemment, Puccini, c'est plus tard, mais bon, voilà, disons que je prends un exemple qui parlera à tout le monde. Si vous êtes une contralto, ce qui est rare chez Puccini comme par hasard, mais disons même un soprano dramatique, et vous savez très bien, par exemple, dans Butterfly, il y a du grave. Si on ne passe pas en voix de poitrine, on va avoir un petit peu de mal à se faire entendre face à un orchestre symphonique, ou en tous les cas un orchestre puccinien. Eh bien, le soprano dramatique qui chante Un bel di vedremo, il y a un moment où elle va avoir un passage de mécanisme, et si elle assume un passage de mécanisme très souple et très léger, ben, elle ne va pas chanter fort, et peut-être qu'on va la congédier. Donc, le soprano dramatique puccinien va se retrouver à devoir assumer très vraisemblablement quelque chose qui ressemblerait à cette deuxième famille de stratégies, c'est-à-dire augmenter la résistance de sa glotte et pouvoir chanter puissamment au exact voisinage de son passage de mécanisme. Dans le cas, donc je dis, à cette période-là, il n'y avait plus vraiment de place pour un passage de mécanisme subtil à faible puissance. Dans le cas d'un passage de résonance, cette deuxième stratégie, famille de stratégies, conduit en général à une homogénéisation de timbre, mais le registre supérieur, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de celui qui est en dessous, dans lequel on a en quelque sorte importé certaines des caractéristiques physiologiques et acoustiques du registre inférieur, s'en trouvera alourdi, moins souple, et souvent ces possibilités de progression vers l'aigu seront amoindries. Donc je reprends, vous avez deux registres résonantiels, donc avec un passage de résonance donc, qui ne sonne pas bien entre les deux registres. Si vous essayez d'importer à l'identique les caractéristiques résonantielles de votre registre le plus bas dans le registre le plus haut de façon à essayer d'éviter de faire entendre le passage, il n'est pas exclu que dans le deuxième registre, celui qui est plus haut, vous organisez quelque chose de relativement artificiel qui va peut-être vous couper d'une certaine souplesse dans ce deuxième registre et d'une certaine tessiture dans ce deuxième registre. En gros, si vous surcouvrez ou si vous surpressionnez entre le haut médium et le début de l'aigu chez une soprano, vous risquez de grossir le début de l'aigu et vous risquez de vous couper d'une certaine partie de votre suraigu. Si je résume, si je donne un exemple qui devrait logiquement parler à tout le monde.
L'exemple qui, à mon avis, parlera à tous par rapport à ce que je viens de dire est le concept de couverture. Donc là aussi, concept difficile à expliquer, mais que tout le monde manipule, peu ou prou. Donc si je résume le concept de couverture, il y a un abaissement du larynx, abaissement et ou bascule, soulèvement du voile du palais, légère protrusion des lèvres, tout cela permettant de charger en harmonique grave le spectre. Donc les techniques de couverture du son, chez les femmes comme chez les hommes, entre le haut médium et l'aigu, donc autour du Fa3 pour les hommes et autour du Fa4 chez les femmes, permettent une homogénéisation et masquent plus ou moins le passage, permettent de chanter plus puissamment dans la zone du passage et à son immédiat voisinage. Donc cette couverture. Et cette couverture peut conduire à une perte partielle de souplesse ainsi qu'une perte partielle de tessiture. C'est toujours la question qui se pose quand on gère le passage. Donc, en gros, si je récapitule tout ce que je vous ai dit, j'ai l'air d'opposer deux techniques, deux familles de stratégies par rapport au passage de résonance et au passage de mécanisme. Disons des stratégies souples à relativement faible puissance qui permettent de faire que le passage reste localisé dans sa zone physiologique, mais qui le font entendre d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, si on ne chante pas trop fort en dessous de ce passage et pas trop fort au-dessus de ce passage, on se donne plus de chances de ne pas trop le faire entendre. Et ces techniques dites souples, légères, plus physiologiques, sont évidemment des techniques qu'on pourra facilement associer, par exemple, aux musiques anciennes. C'est sûr que si vous chantez un allegro rapide, avec une tessiture assez longue, dans un aria de Handel, si vous injectez dans cet air une technique de passage plus proche de ce qu'on ferait quand on chante du Puccini, vous allez avoir un problème. Vous allez perdre de la souplesse, de la rapidité, de la tessiture, etc. Voilà, j'imagine que tout le monde me comprend à peu près. Donc, à l'inverse, si j'ai une technique d'hyper-homogénéisation et de renforcement de la puissance et de la résistance glottique dans le passage, qui serait donc une technique et une stratégie plus romantique ou vériste, je vais peut-être avoir du mal à chanter des triples croches chez Caccini avec des tessitures un peu longues. Voilà, donc tout ça évidemment est assez caricatural et bien entendu, je me suis amusé à faire cette espèce de classification pour moi-même essayer de mettre au propre une réflexion sur les passages. Dès qu'on a l'air de faire des classifications peu ou prou scientifiques, vous savez bien qu'on artificialise par rapport à la réalité des choses. Et on pourrait dire que, évidemment, cette façon que j'ai eue de présenter la problématique et ma pensée et mon expérience pédagogique, on peut en faire une synthèse. Et finalement, la synthèse en la matière, c'est comme souvent, ça pourrait être une vocalité, par exemple, rossinienne, qui présuppose de pouvoir mélanger de la grande tessiture, donc évidemment des enjambements de registres avec plein de passages au milieu à gérer, mais aussi une projection la plus efficace possible, donc une puissance quand même qui ne descend pas en dessous d'un seuil minimum. Et finalement, j'aurais tendance à dire que quand on sait chanter du Rossini et quand on est un chanteur rossinien,
on a réussi à ne pas être dans la caricature d'une stratégie face au passage, ni dans la caricature de l'autre. C'est-à-dire, on est un chanteur qui fait une synthèse, comme c'est souvent le cas quand on parle du chant rossinien, quelle que soit la problématique de chant lyrique occidental qu'on aborde. Je défends beaucoup l'idée que quand on est un chanteur qui arrive à bien chanter du Rossini, on a résolu beaucoup des problèmes qui sont posés par la vocalité lyrique occidentale et qu'en général, le chanteur rossinien n'arrive pas trop mal à retourner en arrière et à chanter les musiques pré-rossiniennes et il n'arrive pas trop mal non plus à aller après Rossini et à chanter les musiques post-rossiniennes. En général, le chanteur rossinien est un chanteur assez complet. Ce qui ne veut pas dire que c'est un chanteur idéal. Le chanteur idéal, c'est le chanteur qui arrive à bien chanter le répertoire qu'il s'est choisi ou sur lequel ses professeurs l'ont guidé. Donc, je ne fais pas de hiérarchie, bien entendu. Mais peut-être le chanteur rossinien est-il celui qui aura fait les plus grandes synthèses techniques en ce qui concerne l'art lyrique occidental. Un dernier petit, je suis content, je suis dans le timing. Un dernier petit commentaire. Une façon très efficace de rendre le passage de mécanisme M1, M2 plus fluide, et Dieu sait si ce n'est pas la chose la plus simple dans le chant lyrique occidental, c'est la technique de la paille de Benoît-Ami de la Bretèque. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de fonctionner avec ça, mais ceux qui l'ont fait savent que tout d'un coup, quand on a un gros gap entre la voix de poitrine et le falsetto, et qu'on travaille ça avec la paille, et ben, en général, ça se passe très très bien, ça se passe d'une façon très fluide, et même si on travaille bien, on a l'impression que tout d'un coup, on n'a plus de passage. Alors évidemment, ce ne sont pas des conditions physiologiques. Quand vous travaillez avec la paille, vous n'avez plus de résonance. C'est-à-dire c'est justement une technique qui enlève l'influence des caisses de résonance. Et c'est une technique qui permet de ne pas surpressionner. C'est-à-dire c'est une technique qui est justement basée sur la fluidité du débit et non pas sur la puissance de l'augmentation de la pression sous-glottique. Et donc, on se met dans des conditions qui permettent de très souplement faire le passage de mécanisme. Tout ça pour dire que, si je continue à détailler un petit peu les stratégies pour travailler le passage, et si on parle du passage mécanisme 1, mécanisme 2, il est très clair que si on chante profond, étroit, et plutôt sur le débit que sur la pression, on va faire un bon passage de mécanisme. Voilà, je le lance comme ça, on pourra en débattre dans les minutes qui viennent. De la même façon que la paille, la technique de la paille développée par Benoît-Ami de la Bretèque et plein d'autres, abolit totalement, évidemment, les passages de résonance, puisqu'il n'y a plus de résonance. Donc, en fait, si vous voulez essayer de ressentir un continuum total dans votre vocalité en enjambant tous les mécanismes, ben, faites un petit coup de paille et en général, on se sent des ailes. Après ça, quand on recommence à chanter dans des conditions physiologiques, en général, on se dit, bon, il faut que je recommence à faire de la paille. Ça ne se passe jamais aussi bien qu'avec la paille. Voilà. Pour terminer, avant d'ouvrir le débat, j'ai un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, mais un tout petit peu regardé sur le net ce qu'on pouvait trouver sur les passages. Si j'ai un truc à vous recommander, parce qu'évidemment, on trouve des tas de, comment on appelle ça, des petites vidéos. Voilà, moi, je suis trop vieux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, on trouve beaucoup de vidéos où il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Et puis, au milieu des choses, il y a évidemment beaucoup de choses intéressantes. Mais si je recommande quelque chose, c'est peut-être ce que j'ai trouvé sur mesnesarts.com, où ils ont mis un extrait de ce que raconte Gilles Léoto sur les passages. Voilà, en la lisant rapidement, je me suis dit, tiens, c'est une des rares sources claires et exemptes d'erreurs ou d'approximations exagérées. Très souvent, si vous vous baladez un petit peu sur le net, vous verrez plein de tutos, voilà, c'est le mot que je cherchais,
Vous verrez plein de tutos qui expliquent les passages. En fait, en général, ils n'expliquent rien du tout. Ils se contentent de décrire qu'il y a des passages. Ils ne font pas très rarement la différence entre les passages de résonance et les passages de mécanisme. Et en général, ils disent il faut être très précautionneux, il faut bien le faire, il faut bien chanter avant, il faut bien chanter après, il faut mixer. Voilà, alors j'ai pas prononcé le mot mixte, mais évidemment, en débattant, on pourra en parler. Là aussi, c'est un vaste sujet qui est très lié, bien entendu, à la question des passages. Voilà, donc vous trouverez peu de stratégies réelles pédagogiques pour la gestion des passages sur le net, mais je n'ai pas beaucoup cherché, donc peut-être que certains d'entre vous nous donneront des liens géniaux, je l'espère. Voilà, ma chère Emmanuelle, nous avions dit que je m'arrêtais à 18h50, il est 18h49. Je suis trop content. Tu es parfait, Robert, Oui, tu c'est es ça, parfait. voilà. Bon, est-ce que Merci beaucoup. c'était pas trop dense? Écoute ça, on va voir ce que vont en dire Bon, nos collègues, mais c'est dense, mais en même temps, c'est un sujet qui l'est assez, donc oui, voilà. oui, Peut-être si tu veux bien, tu peux arrêter ton partage oui, comment, d'écran. d'écran, donc arrêtez le partage. Pouf, c'est fait. Super. Bah, du coup, tout le monde, c'est merveilleux. Alors, j'aimerais bien voir Alors, tout le monde, moi. Comment je fais pour voir tout le monde? alors, en haut à droite de ton écran, tu as un petit truc marqué affiché avec Ah ouais, affiché galerie ou affiché. galerie, ouais, voilà. Ah, c'est génial. Alors, je vais laisser la parole à Virginie. T'as regardé un petit peu, Virginie, les questions. Oui, il y a quelques questions et j'en ai une moi-même, donc je vais commencer. C'est juste une petite précision pour voir si j'ai bien compris la notion de passage de registre, parce que c'est vrai que bah, en tant que prof musiques actuelles, c'est un petit peu, voilà, de ce que je comprends, c'est quand on a besoin de transformer, donc le passage de registre pour une voix de femme, quand on a besoin de commencer à transformer les voyelles, ça correspond à ça correspond à ce moment-là, dans l'aigu. Alors, oui, je crois que je crois que je comprends ta question. Alors, en effet, j'ai pas parlé de la transformation voyelle. Alors, ça, c'est encore une autre problématique. Mais est-ce que ça Euh, correspond, parce que j'ai l'impression, à alors, partir effectivement, du mi bémol, ré, mi bémol, mi, enfin, tu parles du mi bémol 4, hein, j'imagine. voilà. Oui. Alors, en effet, ça correspond tout à fait. C'est-à-dire que ça va correspondre au principal passage de résonance chez les femmes et les contre-ténors. C'est-à-dire, c'est le moment où les lois de l'acoustique font que il y a un certain nombre de voyelles, et en particulier les voyelles fermées, qui sont moins caractérisables. Alors, j'essaie de l'expliquer rapidement. La plupart d'entre vous, ça j'imagine. Par exemple, si je prends l'exemple du I, c'est pas par hasard que je le prends. Le formant, le premier, donc vous savez que chaque voyelle est caractérisée par ses formants. Donc en particulier les deux premiers formants ou les trois premiers formants, mais on en dénombre 5 principaux et puis il y en a d'autres plus haut dans le spectre. Donc le premier formant du I est aux alentours de 250 Hertz. Donc ça veut dire en gros vers le mi, en dessous de la portée en clé de sol pour une femme. Vous savez bien qu'à partir du moment où vous montez au-dessus de cette zone-là, c'est-à-dire votre fondamental, si vous chantez le La du diapason, 440 Hz, votre harmonique, le fondamental, est au-dessus du premier formant du I, en voix parlée. Pour bien identifier un I à la française. Acoustiquement parlant, faire un vrai I, comme on le fait en voix parlée. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, parce que du coup, on a beau dire à nos étudiants, oui, franchement, tu déformes trop tes voyelles dans l'aigu, là, tu n'arrives pas à me faire un vrai I sur ton sol aigu, une octave au-dessus. Bah oui, c'est normal, c'est juste impossible. Acoustiquement parlant, c'est impossible. Alors évidemment, on a quand même le deuxième et le troisième formant. Oula, ma connexion Internet est instable. Vous m'entendez? Ça va? Ok. Oui, ça va, Robert.
Donc, il y a des problèmes acoustiques qu'on ne peut pas résoudre, parce que c'est de la physique du son. Alors après ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas organiser ces résonateurs de façon à tendre, grâce au deuxième et au troisième formant du I, vers un I plus caractérisable que si on fait un I qui ressemble totalement à un OU, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est aussi un autre problème, c'est-à-dire c'est un problème lié à l'acoustique du son. Et en effet, c'est dans cette zone-là, tu as tout à fait raison, Virginie, que ça commence à se gâter pour un certain nombre de voyelles fermées. De fait, vous savez tous que quand on est sur un contrut, on peut faire A, paf, un A sur un contrut, un I, paf, un I sur un contrut, puis O, paf, un O sur un contrut. Vous isolez tous les contrut et vous entendez A, 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 A. Hein, on l'a fait en labo X fois. C'est-à-dire c'est de la psychoacoustique qui va nous faire croire qu'on identifie sur un contrut un A, un I. Alors un A, oui, A, O, on arrive encore à faire à peu près quelque chose qui se différencie. Mais après ça, les voyelles fermées, c'est fini. Hein, il n'y en a plus sur un contrut. Inutile de le dire. Enfin, si, c'est utile de le dire. Okay. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Très bien, oui, parfaitement. Je voulais savoir si ça correspondait bien à ce que j'avais bien compris, quoi. OK. Alors, il y a une série de questions. Donc, la première de Mathilde Nicolos, pour la paille, avec ou sans eau? Ah oui, alors avec eau, c'est super parce que les deux. Alors, voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude de le faire sans eau dans le creux de ma main, mais en fait, avec l'eau, c'est beaucoup plus précis parce que vous voyez les bulles et vous avez la résistance de l'eau, etc. à votre. Donc, on contrôle mieux le débit, simplement, on s'asperge, quoi. Voilà, il faut pas faire ça sur une table qui risque ou je sais quoi. Mais bon, enfin, non, oui, avec l'eau, c'est très bien. Mais sans l'eau, on s'en sort très bien aussi. Ok, super. Ensuite, Agnès Puget, justement, que dire de la voix mixte? Alors, bon, là, il nous reste combien de temps là? 20 minutes. Oh là là. Agnès, ouais, je veux bien me lancer, mais alors, je vais essayer d'être rapide et concis. La première chose à dire, c'est que personnellement, par rapport au changement de mécanisme, avec Nathalie Henrich et Michel Castellingo et toute l'équipe de chercheurs de Paris 6, on est arrivé à la conclusion que plutôt que de parler de voix mixte, c'était beaucoup plus juste, à partir du moment où on considérait les mécanismes, de parler de mixte de mécanisme 1 ou de mixte de mécanisme 2. Déjà, ça précise. Quand un ténor allège sa voix dans l'aigu de sa voix de poitrine et qui colore quelque chose qui est plus flûté, etc., il est dans ce que les anglo-saxons appellent le head register et dans ce que moi j'appelle le mixte de mécanisme 1. Voilà. Ça veut dire que je suis toujours en mécanisme 1, c'est-à-dire que j'ai mon thyroarythénoïdien, mon muscle vocal, qui est un élément fondamental du réglage de la hauteur. Donc, il est impliqué dans la vibration cordale. Et en même temps, je suis en train de développer des couleurs qui pourraient ressembler au mécanisme 2. Donc, c'est du mixte de mécanisme 1. À l'inverse, quand je suis moi contre-ténor, je suis confronté tous les jours à cette problématique. Je chante essentiellement dans mon mécanisme 2, je vais dans mon grave. Tout d'un coup, je me rends compte que ça s'affaiblit, j'ai plus de son, machin, etc. Et donc, j'essaye de renforcer par 1000 stratégies la puissance de mon mécanisme 2. Et il y a un moment où je peux définir quelque chose que j'appellerais du mixte de mécanisme 2, c'est-à-dire un mécanisme 2 qui essaye d'imiter un mécanisme 1. Voilà, je pourrais dire sur les mixtes. Après, il faut s'entendre sur enfin, il y a plein de définitions des mixtes. Le premier traité de Garcia en 1840, il a 2 registres, mécanisme 2. Après ça, l'Académie des sciences est passée là-dessus, tous ses collègues lui sont tombés dessus, et ils ont dit non, ça ne va pas. Il y a 3 registres principaux, le mixte, l'aigu. Et donc, voilà, il avait eu l'instinct, Garcia, avant 1840, parce qu'il était très fort, il était très avant-gardiste, il avait entendu, comme les anciens, au XVIIe, au XVIIIe, on parlait de petto, falsetto, donc mécanisme 1, mécanisme en gros. Et donc,
avait bien compris, Garcia, qu'il y avait deux registres principaux, en fait. C'est-à-dire mécanisme 1, mécanisme 2. Mais après, la technique lyrique occidentale enrichit en harmonique grave ce qui est aigu et enrichit en harmoniques aiguës ce qui est grave. C'est notre bout, c'est notre quotidien. Finalement, petit à petit, dans la technique vocale et dans la pédagogie vocale, on a déterminé 3 zones qui sont, comme par hasard, séparées par les passages principaux, qui sont le grave, le mixte, l'aigu. C'est pour ça qu'on trouvera entre la plupart des traités de la fin du XVIIIe et du XIXe et de l'essentiel du XXe siècle et les traités actuels qui ont maintenant la question des mécanismes et la question de la résonance bien en tête, il y aura un shunt. Parce que tant qu'on n'avait pas séparé la question du mécanisme laryngé de la question résonantielle, on parlait de ce qu'on avait à la sortie de la bouche, on ne s'emmerdait pas avec qu'est-ce qui se passe au niveau des cordes vocales, et ça n'empêche pas de bien chanter d'ailleurs, et du coup, on parlait qu'on a 3 zones principales de timbre, le grave, le mixte et l'aigu. Donc voilà, moi quand je vous ai parlé de mixte de mécanisme 1 et de mixte de mécanisme 2, c'est plutôt dans mon esprit, quand je parle de ça, les imitations d'un mécanisme ou d'un registre pour le mécanisme ou le registre voisin. Et quand vous voyez la plupart de la bibliographie entre la fin du XVIIIe et la fin du XXe, on va dire, ou en tous les cas les années 80, 1980, eh bien, vous allez à peu près systématiquement avoir grave, médium égale mixte, aigu. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une source de confusion terrible pour la lecture de la bibliographie, pour notre vocabulaire, notre compréhension entre nous, chers collègues. Ne parlons pas de la compréhension entre nous et nos étudiants. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué entre les pédagogies, ce qu'on fait dans les labos d'acoustique, ce qu'on dit, nous, professeurs de chant, praticiens et pédagogues, etc. Bon, voilà. Les mixtes, c'est... Ça va, Agnès? Je m'en suis sorti à peu près. Oui, oui, merci. En gros, on peut mixer absolument sur toute notre tessiture, finalement. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que je dirais Voilà. comme toi. On va dire que la voix mixte, elle va plus nous aider peut-être à mettre un coup de boost dans nos zones de passage, effectivement, mais en fait, on peut mixer partout, quoi. D'accord. Tu sais, ça me fait penser à une discussion avec ma chère Michèle Castellingo, donc, qui est, la plupart d'entre vous peut-être la connaissent, mais donc ça a été la directrice historique du laboratoire de Paris 6, d'acoustique musicale, où j'ai beaucoup travaillé avec Nathalie Henrich, entre autres. Et avec Michel, on n'était jamais d'accord, et on n'est toujours pas d'accord, quand on écoute Mado Robin sur ses fameux contre si bémol à la fin de L'Uccelli la mer mort, bon, voilà, qui sont absolument sublimes contre si bémol, parce qu'elle me dit, mais enfin Robert, on est sur un contre si bémol, donc il faut arrêter de délirer, c'est du mécanisme 3, évidemment. Et moi, je dis à Michel, mais non, Michel, écoutez le vibrato de cette note, c'est extraordinaire. Donc, elle est totalement en mécanisme 2, elle est détendue, elle est en APPR, elle n'est pas en mécanisme 3, ton d'axe, sans vibrato. Voilà, on ne s'est jamais mis d'accord. Donc, voilà, typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait dire du contre si bémol de Mado Robin dans Lucia? Eh ben, qu'elle mixe merveilleusement entre son mécanisme 2 et son mécanisme 3. Voilà. Et puis comme ça, tout le monde est content. Ok, alors il y a une autre question de Virginie Zayas. Qu'entendez-vous par intonation? Oula, je sens un piège là. Je ne sais pas, chanter juste par rapport à un référentiel. Voilà. Parce que chanter juste, là, on peut en parler longtemps, hein, mais disons par rapport à un référentiel. Alors, j'essaye de voir qu'est-ce qui est sous-tendu, Virginie, dans ta question. Oui, non, il n'y a pas de piège, il n'y a aucun piège. C'était vraiment pour être sûr de savoir qu'on parlait de la justesse ou pas. Ouais, Ou voilà, si j'avais loupé excuse-moi. quelque chose, il n'y a pas de Non, problème. oui, peut-être c'est pas le terme le plus approprié, ouais. En tous les cas, disons que on a tous constaté que quand on est dans un passage, des fois, on a un petit peu de mal à
juste, quoi. Voilà. Ok. Ensuite, Isabelle Bello, est-ce que la consigne de vocaliser sur la voyelle la plus aisée pourrait être intéressante? On l'entend nettement dans les vocalises de Nathalie Dessay, A, O, A. Alors oui, est-ce que la question c'est dans les passages ou d'une manière générale? Alors, écoute, justement, est-ce que c'est uniquement une problématique de passage, à ton avis, ou est-ce que c'est vraiment d'une manière générale? Enfin, de toute façon, moi, il me semble que d'une manière générale, on pourrait dire ça, mais sans excès, quoi, aussi. Alors, Isabelle, est-ce que donc ta question se rapporte par rapport aux techniques de vocalisation, à la virtuosité, ou se rapporte à la problématique des passages? Alors, écoute, justement, est-ce que la problématique des passages n'est pas un vrai saut de haie? Je dirais, il y a vraiment des problèmes de vocalisation face à… Ah oui, dans les passages, oui. Du coup, après, je ne sais pas justement, à ton avis, est-ce que c'est lié uniquement à des problématiques de passage ou pas, finalement? Je réfléchis. Non. Non, ce n'est pas lié qu'à ça. Ça intègre énormément de paramètres, les problèmes de vocalisation. Alors, bien entendu, par exemple… Enfin, quand je dis la vocalisation, c'est de dire de changer de voyelle légèrement. Oui, Quand on… Enfin, au voisinage d'un passage, oui. Moi, ça, c'est lié au passage, quand même. Ou pas? Oui, alors, de toutes les façons, dans les passages, il y a un problème résonantiel. Donc, si on change la voyelle, ça va changer les paramètres. Donc, évidemment, ça peut, une voyelle bien choisie pour s'entraîner sur un passage où on accroche, c'est sûr que c'est bien. Ça fait partie des stratégies qu'on utilise tous, c'est certain. Et après, c'est sûr que… voilà, je suis un peu sur des œufs pour te répondre parce qu'il y a tellement de paramètres en même temps qui se surajoutent quand on conjoint toute la problématique des passages. Alors déjà, est-ce qu'on parle de passage de résonance ou passage de mécanisme? Et en plus, quand on conjoint les problématiques de techniques de vocalisation, qui sont déjà… moi, là, récemment, j'ai pondu un truc… d'ailleurs, un jour, on pourra faire un webinaire sur les techniques de vocalisation. Hein. Ce serait pas… Oui, ouais, je veux bien m'en charger. Ou faire avec quelqu'un, ou enfin voilà, ou en tous les cas participer, ça c'est sûr. Bon, par exemple, si tu veux, là, moi récemment, et d'ailleurs, bon, tant que j'y suis, hein, Emmanuel, tu ne m'en voudras pas, je fais la pub pour notre colloque à Lyon. Voilà, Isabelle, tu me donnes l'occasion, c'est le moment ou jamais. Donc, il y en a un certain nombre d'entre vous, je vous l'ai déjà dit, mais pour tous ceux qui ne le savent pas, le 21 et le 22 mars prochain, à Lyon, on fait un colloque sur ce qu'on appelle la disposizione di Gorgia. Alors, c'est plus exactement sur la question de la vocalisation et des différentes techniques de vocalisation dans les différentes esthétiques. Donc, ça excède nettement la question de la disposizione di Gorgia qui, elle, est d'une façon plus pointue les questions de comment est-ce qu'on vocalisait à la fin de la Renaissance et au XVIIe siècle pour arriver à faire tous ces ornements et toutes ces triples croches à fond les ballons. Voilà. Et donc, la disposizione di Gorgia, c'est la faculté de s'aider à vocaliser et de vocaliser le plus précisément possible avec une intonation la plus précise possible grâce à la valve glottique. Salut Roselyne, bisous. Donc, c'est-à-dire utiliser la fermeture glottique comme un articulateur pour séparer deux notes. En gros, quand vous écoutez Cecilia Bartoli, il y a souvent, pas toujours, hein, parce qu'elle est capable de vocaliser parfaitement les gâteaux, mais elle a une esthétique qui choisit de souvent donner de la couleur aux intervalles entre les notes, et il y a une part de valve glottique. Bon, moi, sur les questions de technique de vocalisation, pour préparer notre colloque du 21 et 22 mars, auquel vous êtes tous cordialement invités, n'hésitez pas, c'est gratuit, il faut juste voyager et arriver à se loger. Et annoncer sa venue parce qu'on a un amphi qui n'est pas infini au niveau des places.
Mais s'il y en a qui veulent venir à ce colloque, qui n'hésitent pas à m'envoyer un mail ou un message d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, je crois que sur ma fenêtre, là, mon mail, il apparaît. Donc, ceux qui veulent le noter et qui veulent essayer de venir à ce colloque, n'hésitez pas. On est très contents parce qu'on a 10 places pour 10 communications. Et on a reçu 27 demandes de l'Europe entière et même, je crois, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, on a dû faire un tri. Enfin, bon, la question occupe beaucoup les gens et enthousiasme beaucoup. Voilà, donc tout ça pour dire que sur les techniques de vocalisation, j'en suis venu à essayer de classifier un petit peu les grandes tendances de techniques de vocalisation et j'ai fait 3 axes. La vocalisation legato, vocalisation par la disposizione di gorgia, c'est-à-dire la valve glottique, et la vocalisation par ce que j'ai appelé rebond diaphragmatique, qu'on peut appeler aussi rebond costo-abdominal avec le diaphragme qui joue l'antagoniste. Bon, on en parlera une autre fois, ce n'est pas le sujet du jour, mais pour tout ça, pour te dire, Isabelle, que dans ta question, il y a sous-jacent les différentes techniques de vocalisation et le problème des passages, à tout ça avec les voyelles. Donc, c'est trop complexe. Je ne sais plus quoi te dire. Voilà. Ok, alors il y a une autre petite question sur la paille. De quel diamètre doit être la paille utilisée à bretter? Ah, oui, alors il y a les grosses et les petites. Moi, je dis il faut tester. Alors, je crois que Benoît, il recommandait les pailles plastiques 5 mm, si mes souvenirs sont bons. J'espère que non, 5 mm, ça me paraît beaucoup. Enfin bon, bref, vous avez tous eu des pailles en main. Il y en a qui sont un peu plus grosses, qui permettent d'aspirer sa grenadine plus vite, et d'autres qui sont plus fines. L'avantage des grosses plastiques, relativement grosses, hein, pas trop grosses non plus, parce que sinon vous soufflez dans votre paille et vous n'avez plus de souffle en une fraction de seconde. Mais l'avantage de celle qui est un peu grosse plastique, c'est qu'avec les doigts, on peut faire varier le diamètre. Et donc, on peut faire varier la résistance de la paille. Voilà, après ça, petite, grosse. Maintenant, il y en a des en fer, il y en a des en carton. Bon, il faut tester. Ok, après, il y a c'est pas vraiment une question, c'est enfin. Et si les passages assumés faisaient le charme de chaque voix, pourquoi toujours vouloir faire comme si ça n'existait pas? Ça, c'est une excellente question. C'est une question musicologique, c'est une question technique et à multiples résonances musicologiques. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que ce qui est très intéressant dans notre métier vu du début du XXIe siècle, c'est qu'on a un recul historique et que donc, du coup, alors, disons, à toutes les époques, il y a eu… Comment je dirais ça pour résumer? Allez, tiens, par exemple, faisons musique sacrée, musique profane. Si on est dans un air de Bach élégiaque qui a un niveau de mysticisme maximal, finalement, j'associerais ça assez volontiers à une recherche d'homogénéité et de cacher les passages. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un passage et qu'on l'assume, et moi j'adore assumer les passages aussi, faire un yodel et bien faire entendre le passage, on entend la physiologie en fait. Et donc du coup, si on est dans un truc plutôt mystique ou plutôt élégiaque, on n'aura peut-être pas nécessairement envie de faire entendre la viande. En revanche, si on est dans un air de Vivaldi et qu'on est dans un truc super joyeux et super enthousiaste, etc., et ben, en fait, le yodel, par exemple, le passage de mécanisme, si on l'assume et si on le fait entendre, ben, ça va être genre Cecilia Bartoli, voilà, parce que j'en parlais tout à l'heure, et ben, c'est joyeux, c'est hyper enthousiasmant, ça donne la pêche, quoi. Écoutez Maria Schneider, qui est la plus grande yodeleuse de tous les temps. Si vous êtes triste le matin, vous mettez un coup de Maria Schneider, je vous garantis que ça vaut toutes les vitamines du monde. Bon, voilà. Et après, c'est vrai que quand on a un grand bel air de Puccini, machin, on peut avoir envie d'une voix la plus homogène possible. Franchement, je trouve qu'en la matière, tout est bon à prendre et que c'est très intéressant de s'entraîner à faire les passages en les faisant entendre et essayer de cacher les passages et d'aller chercher la fameuse homogénéité absolue. Voilà. Alors, merci Robert, et j'ai compris pourquoi j'aimais tant Vivaldi. Voilà. Merci. Parce que je me suis toujours dit quand même, et je voulais juste rajouter que je trouve que gommer les passages, finalement, ça rend moins vivant.
Et finalement, la musique, Ouais. on est des humains avant d'être des machines. Voilà. C'est Non, juste pour dire c'est très que. juste. Ouais, je suis d'accord, Sophie. Merci. Merci, Robert. D'autres questions? Ouais, alors Adeline, en termes de vocabulaire, peut-on parler de voix de tête pour les hommes en mécanisme 2? Ah oui, alors, donc voilà, j'en ai dit un mot tout à l'heure. La grosse ambiguïté dans la littérature et dans la pédagogie, du coup, c'est voix de tête et head register. Donc, l'avantage des anglo-saxons, quand ils parlent de head register chez les garçons, chez les hommes, c'est vraiment ce que moi j'appelle le mix de mécanismes. Et en français, du coup, la traduction de head register, c'est-à-dire voix de tête, bah, c'est le merdier parce que soit on appelle voix de tête, genre, on peut dire à un ténor, tiens, là, tu es plutôt en voix de tête, et le sous-texte, c'est tu allèges ton mécanisme 1 et tu es en mixte de mécanisme 1, ou on peut lui dire à cette même personne, ben là, tu ne serais pas en mécanisme 2, par exemple, c'est-à-dire en falsetto. Et donc, c'est ambigu. Le terme voix de tête est parfaitement ambigu. Il faut du sous-texte pour bien se comprendre. Ok, Avec plaisir, Adeline. une dernière question, je sais pas. Alors, Bernadette, mais je pense que ça va être peut-être un peu long, je ne sais pas. Que se passe-t-il au niveau des cordes vocales pour les contre-ténors et les hautes contres? Je suis arrivée en retard pour la réunion. Il se passe beaucoup de choses. Bah, grosso modo, si je peux résumer, au sens actuel du terme, le contre-ténor est un falsettiste. C'est-à-dire, c'est comme un alto féminin. Donc, au niveau des cordes vocales, il va être en mécanisme 2, donc mécanisme léger, cordes, affrontement des cordes minces. La haute contre, et là, historiquement, c'est très très clair, c'est un ténor à la française, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on appelle les ténors à l'époque baroque, 17e, 18e siècle, et donc c'est un ténor, donc c'est un mécanisme 1. Là où c'est un tout peu ambigu, c'est qu'il y a quand même des hautes contre légères, donc dans le répertoire baroque français 17e, 18e, qui parfois passent en mécanisme 2. D'où que les hautes contres et les contre-ténors peuvent être des voix, surtout les hautes contres légères, peuvent être des voix qui jonglent avec les deux mécanismes principaux, mécanisme 1 et mécanisme 2. En revanche, une haute contre héroïque, donc dans certains rameaux, vous avez des hautes contres héroïques, elles ne passent pas du tout en mécanisme 2. Et donc, ils seront tout le temps sur des cordes vocales épaisses avec le muscle thyroarythénoïdien dans la contraction, dans la vibration. Donc, en voix de poitrine. Voilà. Merci beaucoup, Robert. Merci à toutes et à tous. Nous allons être obligés de mettre fin à ce webinaire. Merci mille fois, Robert, pour ces explications précises, vraiment précises. Donc, Robert vous a invité à le contacter. J'ai vu quelques demandes dans la discussion qui seraient peut-être destinées directement à lui. Donc, par exemple, Sophie Caroline, ou voilà, n'hésite pas. Et je vous remercie toutes et tous, puisque vous êtes arrivés 47 et que vous êtes restés 47. Donc, bravo. Donc, le prochain webinaire, 12 février. Et donc, je vous préciserai, l'équipe de la FPC vous précisera la thématique abordée. Et je me permettrai de vous envoyer un petit questionnaire très, très rapide après ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à mettre vos idées, vos envies. Voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours aussi. C'est toujours intéressant pour nous. Et voilà, je vous souhaite à tout. Ah oui, pardon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas adhérentes encore de la FPC, mais pourquoi ne l'êtes-vous pas encore? Surtout, courez-y, puisque depuis le 1er janvier, vous pouvez vous inscrire pour toute l'année, avoir accès à des tonnes de vidéos passionnantes, des échanges incroyables avec les autres adhérentes, comme Robert par exemple, mais il y en a plein. Oui, Robert, tu veux parler? Excuse-moi, j'ai vu une question passer. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'exemple audio? C'est tout à fait juste. Alors, j'avais des exemples audio, c'est-à-dire que sur les 3 derniers mois, à chaque fois que j'avais un étudiant qui faisait vraiment entendre un passage, paf, je lui disais, ah, tu veux pas recommencer? Alors, je me suis fait, j'ai une dizaine d'enregistrements de mes étudiants dans passage 1, passage 2, machin, etc.
Ah oui, non, alors c'est surtout, non, c'est vrai que je n'ai pas fait sur les passages de registre parce que ça, c'est, ah oui, j'aurais pu le faire, je suis bête. J'ai fait des passages de résonance parce que ça, les passages de mécanisme, tout le monde les a en tête. Passage de résonance, c'est beaucoup plus difficile à caractériser. Et quand j'ai réécouté mes exemples, que j'ai enregistré avec mon téléphone portable, ben, en fait, c'était terriblement décevant, quoi. J'entendais tellement moins. Et donc, la preuve que les questions de passage de résonance sont vraiment subtiles. Et dès qu'on les enregistre, c'est plus du tout probant. Et je les aurais passés là. Vous aurez dit, ouais, non, mais là, tu nous racontes n'importe quoi. Ça, on n'entendait pas assez, c'était pas assez caractérisé. Alors, en plus, ce qui est difficile, quand vous êtes donné un cours, vous entendez tout d'un coup un élève qui se scratche bien sur un passage de résonance. Vous lui dites, ah, tu veux pas refaire, donc fais-moi le mauvais exemple. Et puis le bon exemple, évidemment, en général, il fait des bons exemples, quoi. Parce qu'il il fait attention. Et du coup il aurait fallu que j'enregistre tous les cours. Et bon, enfin, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc désolé, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'exemple court, mais ouais, j'ai essayé. C'était déjà Ouais. bien, c'était déjà bien, Ouais. Robert. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous de très, très bonnes soirées et encore une fois, une très bonne année. Et je vous dis à toutes, à très bientôt. Vous pouvez dire au Et revoir si vous voulez sur le dernier chat. mot, s'il y Oui, en a qui ont des questions, qu'ils n'hésitent pas par mon mail et j'essaierai de répondre. Voilà. voilà. Robert, tu restes avec nous encore 2 minutes. D'accord, Et ça je vous marche. demande Au à tous revoir. de vous déconnecter. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi entendre les. Oui, il faut faire une base de